Madame, monsieur, bonsoir. Télescopie se penche ce soir sur un événement international et qui se tient en Guadeloupe même, mais dont on n'a peut-être pas encore mesuré l'importance, mais aussi peut-être le sens et l'objectif que lui ont assigné ses organisateurs. Depuis hier, le Memorial Act accueille la conférence internationale des langues de l'Inde dans ses diasporas. Des chercheurs du monde entier examinent différents aspects de la pratique et de la survivance des langues de l'Inde, là d'où sont partis beaucoup de Guadeloupéens qui se réclament de plus en plus aujourd'hui indiens ou originaires de l'Inde. On essaiera donc de comprendre pourquoi avec deux invités, Pierre-Édouard Picard. Oui, Et bonsoir Pierre-Édouard. bonsoir Jean-Luc. Bonsoir à Passami Monougayen. J'espère que je n'écorche N'écorche pas pas le Ça va, votre merci nom. bien. Bonjour. Bonsoir Fred Bonsoir. Négrite. Merci Bonsoir. d'être ce soir avec nous sur Alizé. Alors il est question ce soir de langue et de langue indienne plus précisément, avec cette conférence qui a commencé hier et qui se poursuivra demain avec une trentaine de chercheurs, Jean-Luc l'a dit, qui viennent de partout. Je crois que c'est une première. Fred Négrite, vous nous direz quel est pour vous le sens de cette manifestation, pourquoi la Guadeloupe, et qu'est-ce que l'indianité guadeloupéenne a offert au reste du monde indien. Et puis j'ai envie de vous demander à tous les deux comment vous faites, sur quels matériaux vous travaillez, quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits et que l'oralité même a disparu. Avez-vous défini pour ce colloque une méthodologie pour les travaux que vous menez? Vous nous direz laquelle. Et sur quels critères tablez-vous pour estimer que cette conférence aura porté ses fruits? Et qu'en attendez-vous vraiment? Aller à la recherche de la langue, est-ce pour vous, en plus des rites religieux et de la conservation de la tradition culinaire indienne, une manière d'affirmer encore un peu plus la diaspora indienne partout où elle se trouve? Et pour commencer, j'ai envie de vous poser une question toute simple à tous les deux, Fred Négrite aussi donc. Les Guadeloupéens, les Indiens guadeloupéens, ils parlaient tamoul ou hindi? Ils parlaient, disons, certains parlaient le tamoul, la grosse majorité parlait le tamoul, mettons autour de 75%, et une autre, donc la première vague d'immigrants parlait le tamoul, et puis après quelques années, il y a eu un texte qui a permis que des Indiens arrivent du nord de l'Inde. Ah, Et donc, donc c'est lié à la géographie. oui, absolument. En fonction des Alors, le provinces. tamoul est une langue parlée essentiellement dans le sud Dans de le l'Inde. sud, Dans le oui, sud, c'est ça. C'est une langue dravidienne, C'est plutôt dravidien. Dravidien. voilà. Et le hindi est plutôt Qu'on appelle indo-arienne. arienne. Qui est- D'accord. voilà. Et donc, il y a, dans un deuxième temps, il y a eu donc une venue d'une immigration du Nord, donc principalement, on va dire, hindi, ou une langue proche. Donc, bon, enfin, il y a eu d'abord quand même une immigration du Sud, et donc, fondamentalement, le fond culturel indo-guadeloupéen est dravidien. Alors, même s'il y a eu une deuxième vague d'immigrants indo-ariens, disons hindi pour aller un peu vite, ils se sont intégrés, entre guillemets, assimilés au groupe dravidien, si bien que cette culture indo-européenne aujourd'hui est fondamentalement Essentiellement dravidienne. On peut même dire qu'il y a eu pour les Indiens du Nord une double acculturation qui est l'écrasement, je dirais, par la culture créole et deuxièmement un écrasement entre guillemets par la culture dravidienne qui était maîtresse, si vous voulez, des lieux déjà. Mais aujourd'hui, tout ça c'est fini. Il y a une culture indo-européenne qui est le mélange, le fruit de ce brassage entre le fond créole, la base importante dravidienne et l'apport du Nord, l'apport hindi, l'apport indo-arien. Alors, à Passami Ougayen, j'ai envie de vous poser une première question. Pierre-Édouard Picard a omis de signaler que vous êtes professeur de linguistique indienne. Qu'est-ce qu'un professeur de linguistique indienne? Alors, quelques chiffres. On répertorie quelques 860 langues Absolument. en Inde. 122 sont parlées par plus de 10 millions de personnes. Ouais.
Et avec l'anglais, il y a 22 langues reconnues dans la Constitution indienne. Alors, quand on est professeur de linguistique indienne, on est un monsieur qui parle 200 langues, 300... Absolument pas. Quand on est linguiste, on a une connaissance du fonctionnement des langues. Bon, on arrive à comprendre comment différentes langues fonctionnent, quelle est la place, morphologie, syntaxe, tout ça. Mais si vous voulez, je vous réponds tout de suite. Je parle 3 langues. Le tamoul qui est ma langue. On est presque déçus, j'ai envie voilà. de dire. Non, il faut que je vous dise, il n'y a pas de secret. Et donc, après le français, anglais. Bon. Sinon, j'ai appris beaucoup d'autres langues pour des raisons professionnelles. Je ne les parle pas, mais je peux déchiffrer, je peux comprendre. J'ai appris l'allemand, le sanskrit, le hindi. Voilà, donc c'est un peu pour des raisons professionnelles. Alors, est-ce que quand on vient de tels creusets, on est plus ouvert aux langues du monde entier, à d'autres langues? Il y a une théorie. Bon, de toute façon, ce sont des... Qu'en dira-t-on? On dit que les Indiens ont une aptitude à apprendre plusieurs langues. Bon, je ne pense pas que ça puisse être vrai parce que tout dépend de votre entourage. Hein. Normalement, en Inde, quand on appartient à un groupe linguistique minoritaire, où on est obligé d'apprendre sa langue maternelle parce que c'est son environnement familial. Après, il va à l'école, il va apprendre donc la langue de son état. Et après, il est obligé d'apprendre l'anglais s'il veut trouver un travail. Donc, facilement, on est trilingue. Donc ça, c'est un besoin. Et aussi, donc, on est plus ou moins dans un environnement où on parle plusieurs langues, où on apprend à gérer différentes langues. Alors, quand je cite ces chiffres-là, je le répète, 860 langues parlées, répertoriées du moins en Inde, et en tout cas 122 qui sont parlées par des groupes de plus de 10 millions de personnes. C'est impressionnant quand on pense que la Guadeloupe a moins de 400 000 habitants. Est-ce que les Indiens se comprennent entre eux? Si vous voulez, non. C'est-à-dire d'un État à l'autre. Il faudra bien situer la répartition géographique de l'Inde. Après l'indépendance de l'Inde, les États ont été divisés à base linguistique. On dit ça des États linguistiques. Donc, par exemple, prendre le cas de mon État, qui est Tamil Nadu, c'est un État où il y a une langue. Cette langue est la langue officielle de cet État. Et en plus, ça représente aussi une culture. Donc ancienne, c'est ce qui fait que à l'intérieur de Tamil Nadu, nous avons des immigrants de l'intérieur de l'Inde qui sont venus, par exemple, nous avons des gens qui parlent marathi, des gens qui parlent telugu, des gens qui parlent kannada. Pour ces personnes, ils parlent kannada dans le milieu familial, mais dès qu'ils sortent à l'école, il va apprendre la langue du pays, tamoul, et après, il est obligé d'apprendre l'anglais s'il veut trouver un travail. Et aussi, surtout, l'anglais devient important au moment où on choisit une école professionnelle comme la technologie, médecine, parce que ça vous ouvre les portes. On peut travailler dans n'importe quel état de l'Inde. Quand on a un diplôme en anglais, vous pouvez aller travailler à Delhi, vous pouvez aller travailler à Bombay. Par contre, si je fais tous mes diplômes en tamoul, c'est-à-dire mes possibilités professionnelles ne sont limitées au pays tamoul. Alors, on va en venir à cette conférence internationale. Pierre-Édouard Picot posait la question de savoir pourquoi et pourquoi en Guadeloupe. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'en ont retenu les Guadeloupéens, souvent évidemment d'origine indienne, qui sont venus assister avec ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Fonction. Préservation et transmission des langues d'origine de la diaspora indienne, c'est l'objectif de cette conférence internationale réunissant 35 chercheurs et professeurs d'universités provenant du monde entier. L'occasion pour Marie-France d'approfondir ses connaissances en langue indienne. Je suis venue tout d'abord parce qu'on fait partie d'un groupe, d'un premier contingent, on va dire, de personnes qui ont appris le hindi en Guadeloupe. Grâce à Fred Negrit, qui est président du CGPLI. Et donc tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de voir ce qu'on pouvait apprendre en plus sur les autres langues indiennes et puis les différentes façons de parler. On a vu aujourd'hui sur Trinidad et le Suriname et comment ça se passe dans les autres pays de la Caraïbe. Cet espace d'échange entre chercheurs et pédagogues, mais aussi le public, rapproche les descendants de cette diaspora de leurs origines. J'espère qu'ils prendront conscience qu'il faut étudier les langues de leurs ancêtres
ne serait-ce que pour, je ne sais pas, pour reprendre racine. Analyser, décrypter, enseigner les langues indiennes dans notre région et mieux cerner les enjeux entre les langues et le créole, c'est le but de cette conférence internationale qui se tient jusqu'à samedi au Memorial Act. Alors, Fred Negrit, pourquoi cette conférence en Guadeloupe? On a appris, par exemple, en entendant cette personne interrogée par Anne-Elisabeth Arsène, on rappelle que vous êtes le président du Conseil guadeloupéen des langues indiennes. D'abord, pourquoi il y a un Conseil guadeloupéen des langues indiennes? Ça sert à quoi? Ça a quel objectif? Bon. Alors, le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes sert principalement à mieux faire connaître, disons à promouvoir les langues de l'Inde et à les enseigner. Alors, en Guadeloupe, pratiquement, c'est le tamoul et le hindi. Alors, maintenant, votre question, pourquoi cette conférence en Guadeloupe? Voilà. Disons que le moment est venu. Alors, on vous a entendu dire ça. Ça veut dire quoi, ça, le moment est venu d'une telle conférence? Jusqu'à maintenant, nous étions des consommateurs, c'est-à-dire nous utilisions un avoir et c'était à peu près tout. Bon, aujourd'hui, nous avons peut-être acquis une certaine distance par rapport à l'essentiel, par exemple à notre situation économique, sociale s'est améliorée. Par exemple, même s'il y a encore un certain combat pour l'insertion sociale, etc., il n'y a plus le combat pour le droit de vote, il n'y a plus le combat pour être citoyen français. Ça remonte à voilà. M. Sidney Baron. Donc c'est fait, c'est un acquis. Aujourd'hui, ça ne se pose plus. Bon, même la question de l'intégration des Indiens dans la population de la société guadeloupéenne, ce n'est plus un problème fondamental. Bon. Et donc, maintenant, je ne dis pas que ces questions sont réglées, mais enfin, on peut maintenant se permettre, disons, le loisir de mieux cerner des problèmes identitaires qui, lorsqu'on a faim, qui lorsqu'on n'est pas intégré, sont secondaires, mais des problèmes identitaires qui sont fondamentaux lorsque l'homme guadeloupéen aujourd'hui est en train de se Alors, former. ce que vous êtes en train d'expliquer concrètement, c'est plus vous êtes devenu guadeloupéen, plus vous aspirez aujourd'hui à faire une quête. Cette quête identitaire. Absolument, absolument. Et justement, par exemple, c'est quand je vais en Inde que je me sens encore plus guadeloupéen et j'ai envie de mieux appréhender cette dimension indienne qui est en moi. De même, bien sûr, mais c'est évident que cette dimension africaine, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, je me dis que ce luxe, entre guillemets, on peut se le permettre maintenant. C'est un luxe qui est essentiel. Pierre-Edouard Picard. Alors au-delà de la quête identitaire, il y a, disons, la vérité scientifique. Quels sont vos matériaux pour pouvoir travailler, je l'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas d'écrit, et où l'oralité aussi a disparu? Comment vous faites? Alors, l'oralité n'a pas disparu. Hein. Alors, le professeur Morgan est plus à l'aise que moi. Il y a très peu de personnes à parler hindi ou tamoul ici. Oui. On ne parle plus, enfin, voilà. Je simplifie un peu la réponse, on ne parle plus hindi en Guadeloupe, on ne parle plus de tamoul en Guadeloupe. Bon. Mais il s'agit de langues de culture qui véhiculent une manière d'être. Hein. Et par exemple, l'indo-guadeloupéen, dans son comportement au quotidien, il utilise un lexique d'origine tamoul surtout et hindi. Il utilise des méthodes de cuisson, par exemple, qui sont culturellement indiennes, et tout cela s'intègre dans un ensemble global qui doit être développé. Et nous pensons, en tout cas, au sein du CGPLI, je parle sous le contrôle du professeur Morgan, la maîtrise d'une culture est facilitée par une meilleure compréhension des langues qui véhiculent ces cultures. Professeur Morgan, est-ce que l'Inde regarde justement ces enfants de la diaspora indienne et qu'est-ce que l'Inde a à leur apporter ou à leur dire aujourd'hui? Oui, je voudrais ajouter quelques éléments à ce que disait M. Fred Negrit. Par exemple, quand on regarde n'importe quelle diaspora, diaspora arménienne, diaspora yougoslavienne, tout ça, il arrive un moment, dès qu'on arrive, notre problème est donc trouver un travail, réussir socialement.
Et après, deuxième génération, ils trouvent un moyen social un petit peu plus aisé. Ils vont à l'école, voilà, ouais. Donc pendant 2-3 générations, on n'a pas le temps de penser à autre chose que de sa réussite sociale. Et aussi en linguistique, on dit 3 générations. C'est une théorie, hein. Par exemple, n'importe quelle communauté migratoire, immigrants, ils vont essayer de garder la langue pendant 3 générations. Après 3e génération, la langue disparaît. C'est-à-dire il y a une érosion linguistique parce que, pour des raisons que je viens d'évoquer. Et après 3e génération, la communauté indienne, vous voyez ici, donc ils ne sont plus que des travailleurs agricoles, ils sont devenus ce qu'ils sont, des commerçants, des riches, des intellectuels, des responsables politiques, chefs d'entreprise. Et en ce moment, ils sont bien à l'aise à justement le temps et le moyen aussi pour dire que tiens, ça va maintenant, je suis réussi et je voudrais savoir un petit peu plus sur mes ancêtres. Ça, c'est pas seulement le cas des Indiens de Guadeloupe. Vous allez à l'île Maurice, c'est la même chose. Nous avons une diaspora indienne assez importante numériquement en Afrique du Sud, Malaisie, Singapour, partout. Nous avons connu la même situation comme telle que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire on ne parle plus. Bon, en Malaisie, par exemple, au bout de quelque temps, on ne parlait plus tamoul. Et aujourd'hui, en Malaisie, il y a une littérature tamoul de diaspora très importante. On enseigne le tamoul dans 500 écoles parce qu'il y a un creux. Et effectivement, si on laisse, ça va disparaître. Mais effectivement, comme la société est assez aisée économiquement et aussi intellectuellement, ils trouvent le moyen de remonter la pente. Donc là, effectivement, pour l'instant, rien n'a disparu, par exemple, au niveau de la culture indienne en Guadeloupe, ni en Martinique. Seulement, la langue, il est vrai. Quand on regarde la tradition indienne très ancienne, védique, ce n'était pas une tradition écrite, c'était une tradition orale. Et aussi, même aujourd'hui, si je suis un érudit, je ne dois pas lire mon livre devant un public. Je dois connaître par cœur. Donc, il y a des techniques. C'est comme ça ils sont appris. Par exemple, Veda, c'est vraiment énorme. On a donc des personnes même aujourd'hui qui ont appris par cœur ce document plus performant qu'un ordinateur d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez demander à n'importe quel moment tel mot apparaît dans quel contexte. Donc l'érudit va vous dire tel mot apparaît 250 fois dans tel contexte, comme un ordinateur. Alors, une question, Pierre-Édouard Picard. Oui, alors, pour continuer sur la même veine, toujours dans la recherche, quelle méthodologie vous mettez en place pour pouvoir avancer dans vos travaux? Je parle de ce colloque, il n'y a pas d'écrit, donc il y a des résurgences très certainement, une manière d'être, vous avez dit, de faire l'art culinaire, qui est très vivace, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour mener à bien ces travaux-là? Absolument. Par exemple, nous avons pendant ces 3 jours des anthropologues, des linguistes, des sociologues, donc différents domaines, mais tous en sciences sociales. Nous avons aussi quelques collègues informaticiens qui essaient de retrouver les racines des langues, tout ça. Et effectivement, pour moi, en ce qui me concerne, quand je suis venu en Guadeloupe, et même avant de venir en Guadeloupe, j'avais des étudiants à l'Université de Paris qui étaient venus pour faire du tamoul avec moi. Donc, la grosse question c'était, écoutez, on a cette chanson qu'on chante pendant les prières chez nous, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? J'ai essayé d'apprendre avec eux. Donc, la méthodologie, c'est ça. Donc, je n'étais pas enseignant, j'étais un apprenant avec mes étudiants. J'ai expliqué, j'ai demandé, d'accord, c'est très bien, quand est-ce que vous chantez, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, petit à petit, j'ai appris à déchiffrer. Et ce qui m'a permis, si vous voulez, donc de dire partout, effectivement, une forme de langue est perdue. D'autant plus que, simple, n'importe quelle langue est vivante seulement si elle a des fonctions. Donc, normalement, dans notre méthodologie, c'est que j'ai réussi à élaborer depuis 25 ans que je travaille sur ce domaine, une langue de communication. Le français est utile, je vais à l'école, je vais acheter mon pain, je vais trouver un travail. Bon. Très bien. Le tamoul ne peut pas faire ce travail-là, ni indien en Guadeloupe. Et après, deuxièmement, on arrive à une étape où la langue devient une langue de culture. C'est le cas, par exemple, des pays comme l'île Maurice.
Vous savez, à l'île Maurice, 70% de la population sont d'origine indienne. Il y a 5 langues d'Inde indienne qui sont enseignées dans les écoles jusqu'au niveau universitaire. Il y a un institut, Mahatma Gandhi Institute, qui est vraiment une institution gouvernementale qui emploie, donc effectivement, régulièrement, il y a des enseignements. Là, dans ce cas, pareil, hein, ce n'est pas une langue de communication. Un Mauricien est trilingue minimum, il parle créole, français et anglais. Alors, si je peux résumer, à partir d'éléments disparates, par exemple le nom d'un légume, le nom d'un objet, ou une chanson, comme vous l'avez dit, ou une prière, donc vous partez de cela et vous essayez de reconstituer un petit peu ce qu'était cette langue, c'est ça? Oui. Normalement, donc, ce qui m'intéresse, je suis linguiste et aussi particulièrement, je suis intéressé en linguistique historique, changement de langue. Donc, si le tamoul récité en Guadeloupe ou le hindi récité en Guadeloupe au niveau des prières, si un Indien qui vient de l'Inde, qui n'a jamais été habitué à ce genre de chansons, il ne comprend pas. Mais seulement, ça a un sens. Il y a une fonction. En plus, c'est une fonction qu'on appelle ça, la langue devient sacrée, comme le latin. Donc, au début, il y a peut-être 9-10 ans, quand j'ai été en Martinique, j'ai travaillé avec un monsieur assez âgé, aîné. Quand je lui expliquais le tamoul, c'est ma langue maternelle, je parle en tamoul avec mes parents, il ne me croyait pas. Pour lui, le tamoul, c'était la langue pour parler avec le Dieu. Heureusement, les amis qui étaient avec moi lui ont expliqué, non, il est prof, il enseigne le tamoul à Paris, c'est une langue qui se parle entre hommes. Et après, donc, pour lui, c'était... Pas seulement avec les dieux. Voilà, pas seulement Alors, avec les dieux. Fred Négré, on se posait la question, pourquoi la Guadeloupe? La diaspora indienne, c'est globalement 20 millions d'habitants de par le monde. Ouais. La plus importante, c'est sans doute celle des États-Unis. On peut parler de ce que j'ai vu en tout cas du Canada, qui a à peu près plus d'1 million de personnes. Du Sud aussi. Voilà, et en Arabie Saoudite, etc. Pourquoi la Guadeloupe qui, historiquement, a vu arriver en Guadeloupe à peu près 42 000 personnes, Voilà. il en est resté 13 000. Pourquoi la Guadeloupe? Voilà. Bon, alors, d'abord, je rappelle le titre, c'est les langues de l'Inde dans les diasporas de l'Inde. Autrement dit, c'est une problématique qui est vue d'un point de vue, j'allais dire, extérieur à l'Inde. D'accord? Donc, que sont devenues les langues de l'Inde en dehors de l'Inde? Donc, il était souhaitable que cette conférence ait lieu hors de l'Inde, dans un pays de la diaspora. Bon. Alors, le professeur Mourienne va peut-être pouvoir avouer qu'il y avait un petit débat. Le fait-on en Guadeloupe ou le fait-on ailleurs? Aux États-Unis, au Pas- Canada, voilà. ou à Maurice, où il y a eu Non, 800 000 ouais, personnes. c'est vrai. Contre 800 000 personnes. Si vous voulez, il y a deux choses. On distingue deux diasporas en ce qui concerne l'Inde. Il y a une diaspora ancienne, c'est-à-dire ce sont donc l'immigration indienne au moment où on a aboli l'esclavage, où on avait besoin des ouvriers agricoles, ils sont partis un peu partout. Les engagements. Ça, voilà, les engagés. Et après, vous avez une diaspora après l'indépendance en Inde. Nous ne nous intéressons absolument pas à la diaspora moderne parce que ceux qui sont partis après l'indépendance en Inde, ils ont le moyen de retourner en Inde, avoir les écoles en Arabie Saoudite. Vous avez des écoles hindi, tamoul, malayalam, tout ce que vous voulez. Vous êtes comme si vous étiez en Inde. Mais par contre, ici, dans tous ces pays que j'ai évoqués, Afrique du Sud, Malaisie, Singapour, île Maurice, Fidji, Trinidad, Suriname, encore Myanmar, Birmanie, partout, si vous voulez, il n'y a pas eu de contact, donc ils sont restés dans ces pays, ils n'ont pas eu l'occasion ni la possibilité de retourner après le contrat s'est terminé, donc ils sont devenus citoyens de pays où ils ont été accueillis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un siècle de départ, qu'est-ce qu'on a gardé? Comment est-ce que ça a été maintenu? Et aussi, surtout, qu'est-ce que ça donne avec le contact entre des langues? Et donc, qu'est-ce que la forme de la langue a changé, ou bien la forme de communication a changé, et aussi au niveau des cultures, parce que souvent on parle créolisation culturelle. On va parler de la créolisation dans un instant. Oui. Donc là, je finis. Il est vrai, quand on a parlé de cette conférence, nous avons eu d'abord
une université indienne dans le sud de l'Inde, on a une université qui s'appelle Université Tamoul, exclusivement pour les études Tamoul. Ils nous ont proposé, venez faire cette conférence chez nous, on vous donne tout ce qu'il faut. Après, il y avait aussi d'autres collègues de Maurice, tout ça, ils nous ont dit, oui, c'est une bonne idée, on peut vous aider. Mais par contre, pour nous, personnellement pour moi, chaque fois que je vais en Inde, je donne des conférences sur la diaspora dans les universités. Vous pouvez parler de Malaisie, Singapour, États-Unis, tout le monde connaît. Dès qu'on dit Martinique, Guadeloupe, encore j'ai ignoré un petit peu, mais on ne connaît pas beaucoup nos îles dom-tom. Et encore moins quand on dit il y a des Indiens, il y a des cultes indiens. C'est très évocateur ce que vous venez de dire. Vous avez dit nos îles. Ouais. Un peu comme si c'était un prolongement de l'Inde. Non, moi je suis français. Je travaille à l'Université de Paris. Oui, d'accord, mais vous parlez de l'indianité, là. Oui. C'est évocateur. Alors, vous savez également que cette problématique pose la question du communautarisme. Et j'en suis sûr, Fred Négrite, on vous a fait cette remarque. Alors, on va évoquer l'aspect communautariste dans la résurgence de l'indianité en Guadeloupe. C'était le cas lorsque le Memorial Act a été ouvert. Le grand débat s'est ouvert sur cette question et certains membres de la communauté indienne, vous les reconnaîtrez ou vous le reconnaîtrez, se sont exprimés. Le Memorial Act, pour moi, c'est un bâtiment qui méritait d'être créé. Nous allons dire que la mémoire des esclaves, mais c'est pas seulement la mémoire des esclaves, la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés est nécessaire pour un mieux vivre ensemble. Et nous aussi, nous devons connaître l'histoire de la Guadeloupe parce que nous avons notre mot à dire. Ce Memorial Act, c'est un bâtiment que nous méritons. La communauté juive est très enchantée et très heureuse de ce projet qui a pu voir le jour. Vraiment, c'était très important qu'aujourd'hui, dans les îles et puis plus particulièrement en Guadeloupe, il y ait un mémorial qui puisse retracer un peu toute cette histoire. La chose la plus importante, à mon avis, c'est la transmission, c'est l'éducation. Ça veut dire il s'est passé des choses, il faut apprendre de nos erreurs, il ne faut pas les reproduire, il ne faut pas que l'histoire appartienne au passé et soit oubliée. Il faut que les prochaines générations puissent prendre acte. On a l'impression qu'à un moment donné, le Memorial Act ne parle que de la composante majoritaire, comme si c'était la seule qui existait en Guadeloupe. Non. Donc, il y a beaucoup de composantes qui sont un petit peu frustrées de cet état de choses. Et c'est un symbole. On se demande pourquoi une telle somme, on parle entre 80 et 140 millions d'euros, pourquoi une telle somme par un département comme la Guadeloupe a été dépensée pour cela? Je pense que c'est plutôt un acte politique, vous voyez, très franchement. Alors pour les Kalinago, ce serait le moment de reconnaître qu'ils ont existé, qu'ils existent encore. C'est vrai, nous ne sommes pas très nombreux, nous les Kalinago, mais que nous sommes là et qu'il n'y a pas que les Noirs de la Guadeloupe, il n'y a pas... Et les Indiens aussi ont existé, ils sont là, ils font partie du peuple guadeloupéen et j'aimerais que ce mémorial soit le vivre ensemble, que tout le monde puisse trouver sa place là dans ce mémorial. La communauté indienne pense que c'est une très bonne chose d'avoir érigé cette structure à la mémoire des esclaves, mais nous regrettons qu'il n'y ait pas eu aussi un mémorial pour les Indiens de Guadeloupe qui ont aussi souffert dans leur histoire, qui ont connu une histoire extrêmement douloureuse. Question de Pierre-Édouard Picard. Alors, quelle est la frontière justement entre, disons, communautarisme et puis quête d'identité, voire devoir de mémoire? Alors, je ne sais pas si je serais capable de donner une théorie de cela, mais c'est vrai qu'il y a toujours, nous sommes un peuple mêlé, donc de plusieurs cultures, et nous avons eu des affrontements ethniques, donc il y a un risque. Et donc chaque fois qu'une communauté exprime sa dimension identitaire spécifique, certains ont tendance à dire attention, c'est dangereux, etc. Et donc on brandit le risque du communautarisme. Alors, c'est juste, c'est pas
anormal de le faire. Bon, mais en tout cas pour ce qui concerne... Bon, alors, on reproche un petit peu à ce Memorial Act de mettre en avant la communauté africaine. Je crois savoir que c'est quand même le mémorial de toutes les... des traites, si vous voulez, et de toutes les... de toutes les migrations. De toutes les migrations forcées, on va dire. Bon, et maintenant, donc l'indienne des aussi migrations a douloureuses et forcées. Douloureuses et forcées. Bon, maintenant, on peut débattre, on doit débattre de l'importance, par exemple, qui est accordée à la dimension indienne dans ce Memorial Act. Bien sûr, je dis qu'elle n'est pas assez importante. Bon, mais la communauté juive, par exemple, la communauté amérindienne dira qu'elle n'est pas aussi assez importante. Donc, il y aura toujours un débat. Bon, maintenant, ce risque de communautarisme, je crois qu'il ne faut pas l'oblitérer, mais il ne faut pas quand même le surestimer au risque de vouloir étouffer toutes les velléités d'expression identitaire dans leur intégralité. Je pense que la communauté, enfin, les Guadeloupéens d'origine indienne, par exemple, revendiquent cette dimension identitaire indienne, mais ils sont en train de crier très fort qu'ils sont Guadeloupéens. Et quand on parle, pardonnez-moi Pierre-Édouard, quand on parle en guise de presque de dédommagement, entre guillemets, j'y mets beaucoup de guillemets, d'un mémorial à Petit Canal, vous comprenez ça ou pas? Non, il n'y a pas de mémorial à Petit Canal et on ne va pas faire un mémorial pour chaque communauté. Mais il y aura un lieu de mémoire quand même. Je ne suis pas au courant. Oui, c'est ce qu'a dit M. Lurel notamment. Ah, alors je vais laisser défendre son point de vue. Mais non, la question n'est pas là pour nous, Guadeloupéens. Enfin, en ce qui me concerne. Il ne s'agit pas de revendiquer à chaque tournant un passé douloureux et de le brandir en avant. Il faut se le rappeler, hein, mais il faut aller de l'avant. Hein. Et je crois que les Indo-Guadeloupéens, tout en revendiquant cette dimension indienne, je ne crois pas qu'ils aient jamais réclamé de remboursement, là, comme vous dites, de dédommagement. J'avais mis des guillemets. Non. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'un groupe comme le Gopio, Michel Narayan et Samy représentaient cette organisation mondiale des personnes d'origine indienne, est-ce que le combat que vous menez, si on peut parler de combat en ce qui vous concerne d'ailleurs, est totalement différent? Non, pas seulement. Le combat il est différent puisque mon combat il est linguistique. Hein. Le CGPLI, hein, notamment, et par exemple la conférence que nous avons aujourd'hui est d'abord à pour but de mettre en valeur cette dimension linguistique et donc culturelle. Bon, donc à la limite, j'allais dire que notre combat n'est pas à défendre la dimension identitaire en elle-même, même si objectivement le fait de défendre une langue indo-guadeloupéenne, une langue d'origine indienne, ça revient à un combat pour la culture, s'il vous plaît. Mais à ma connaissance, nous n'avons pas à nous battre, ce n'est pas notre boulot, s'il vous plaît. Alors, c'est certainement le boulot d'ailleurs d'autres organismes. Mais je ne suis pas contre ces combats. Est-ce que pour faire peuple, pour faire groupe, il ne faut pas transcender tous ces particularismes pour justement avoir une entité guadeloupéenne? Oui. Bon, je change de chapeau. Je ne suis plus chercheur. Je vous parle en tant qu'un être humain. Question volontairement provocatrice. Voilà, je vous réponds. Je parle en tant qu'être humain, je change de chapeau. Imaginez-vous, je suis différent. J'habite à Paris, je suis installé, tout ça. De toute façon, j'ai un passeport français. Pour aller en Inde, j'ai besoin de visa. J'avais besoin de visa, maintenant non. Bon. Donc, où que tu sois, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, tu connaîtras et mieux, et après tu pourras régner l'univers. Bon. Donc, je me compare toujours à un puzzle de notre vie. Dans un puzzle, il y a 250-400 pièces. Chaque pièce doit savoir sa place. Et aussi, si cette puzzle n'est pas dans sa place, le puzzle n'est pas un puzzle. Donc là, pareil, donc, ce qu'on essaie de faire dans ce colloque, c'est pas un combat. Sincèrement, c'est pas du tout un combat. Simplement, nous essayons de voir qu'est-ce qui se passait pour ces langues et comment est-ce qu'elle peut être partie intégrante de cette partie qui fait partie de Guadeloupe. Et aussi, normalement, on me pose en tant qu'enseignant, on m'a toujours posé cette question. Pour être indien, est-ce que je dois parler
hindi. Pour être indien, est-ce que je dois parler tamoul? D'autres questions, pour être indien, est-ce que je dois pratiquer l'hindouisme? Je reviens à ça parce que, désolé, vous pouvez être indien sans parler tamoul, sans parler hindi. En Inde, l'hindouisme n'est qu'une des religions, même si elle est importante. Nous avons des Indiens musulmans, nous avons des bouddhistes, nous avons des chrétiens, il y a aussi des hindous. Donc effectivement, ce sont des questions qui se posent sans arrêt parce qu'aujourd'hui, l'individu n'a plus une seule identité. Nous appartenons à ce qu'on appelle identité multiple. Donc moi, je suis ici, vous m'appelez professeur Murugayen. Quand je vais à Paris, je serai autre chose. Quand je vais chez mes parents en Inde, je suis autre chose. Effectivement, si je ne sais pas qui suis-je, et je ne pourrai pas gérer toutes ces différences. Donc là, à travers la connaissance de la langue et à travers la connaissance de la culture, par exemple, on fait des cultes aujourd'hui, cultes hindous, et normalement, assez souvent on m'a demandé, et explique-moi qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait. Vous voyez? Donc, ils sont Guadeloupéens, ils sont martiniquais, ils sont réunionnais, mais ils sont différents des autres. Ils pratiquent un certain nombre de choses pour se dire, écoute, je suis réunionnais, mais pas comme toi. C'est un être humain, vous ne pouvez pas le changer. Mais seulement, il pouvait être vraiment bien dans cette composante réunionnaise ou bien guadeloupéenne s'il sait vraiment qui il est. Donc, une des composantes, c'était la langue, parce qu'elle a disparu, parce que c'est très difficile de retenir. Justement, à propos de la disparition des langues, j'ai lu quelque part, qu'elles sont très, très sérieux, une information sérieuse, donc, qu'il y a plusieurs langues qui disparaissent chaque minute. Est-ce que, justement, la trajectoire que vous venez de décrire de l'homme se faisant, de l'homme de demain, n'est pas en contradiction avec ça? Est-ce que pour, justement, voir l'avènement de cet homme de demain, ça ne va pas effectivement continuer à faire mourir des langues? Je ne crois pas. Je sais pas si... Est-ce que l'un est compatible avec l'autre? Absolument. D'où le combat, ou bien un être humain, c'est ça. Donc c'est effectivement, il y a des choses qu'on ne prévoit pas dans la vie. Il faut tout gérer, tout ce qu'on ne prévoit pas. C'est-à-dire, si je sais, si l'ampoule est cassée, je sais comment le réparer, je vais acheter une ampoule. Mais il y a des choses que je ne prévois pas, comment est-ce que je vais gérer? Ce sont des problèmes de langue. Tout à l'heure, vous m'aviez posé, il y a 860 langues en Inde, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai, 860 langues, mais toutes les langues ne sont pas sur le même pied d'égalité. C'est pour ça que 26 langues sont reconnues par la Constitution indienne, mais par contre, la 8e clause de la Constitution indienne est vraiment sur les langues. Et là, donc, pour des raisons étatiques, numériques, économiques, elle a classé donc les 22 langues comme étant la langue officielle parce qu'il y a une écriture, parce qu'il y a une littérature, parce qu'il y a de l'argent derrière, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi d'autres langues. On n'a aucun droit de faire mourir ces langues. Donc, dès qu'il y a une communauté minoritaire qui se manifeste, qui s'organise, dans ce cas, on est obligé de créer un enseignement dans ces langues dans une école primaire ou secondaire. Et après, vous avez aussi droit donc d'avoir des émissions radiodiffusées, télédiffusées. Il y a aussi des possibilités pour créer des journaux. Donc, vous voyez, il est vrai aussi, il y a 10 ans, on ne parlait pas des statistiques des langues qui disparaissaient. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on est dans le mouvement de ce qu'on appelle des globalisations. Et aussi, je vous dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jacques Toubon était ministre de la francophonie, il a passé une loi en disant il ne faut pas qu'il y ait des panneaux en anglais, c'est dangereux, il faut que tout soit en français. Vous croyez que le français peut disparaître, mais seulement il y a un danger où on essaie de prévoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même dans nos universités, nous sommes obligés de faire des cours en anglais, faire des diplômes bilingues. Alors, je reviens à un sujet que vous évoquiez avec nous juste avant cette émission. Il y a longtemps que vous vous intéressez à la Guadeloupe, puisque vous nous appreniez que vous étiez à l'origine de cet ouvrage avec Ernest Moutoussamy sur le sens des noms... Signification des noms indiens en Guadeloupe. Noms indiens en Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a longtemps que vous vous intéressez à cette partie de... Absolument. Mon premier contact avec les îles francophones, c'était en 1989.
quand j'ai commencé à enseigner à l'Université de Paris, il y avait le 7e congrès mondial d'études tamoules à l'île Maurice. J'arrive, je ne connaissais rien de l'île Maurice. À 6 heures du matin, je descends de l'avion, je me vois dans un petit village de l'Inde. Les temples étaient décorés pour recevoir des congressistes. Il y avait à peu près 300 personnes. C'était un congrès mondial. Et il y avait des gens qui avaient les mêmes noms que moi. Passami, Murugayan, Gomindasami, Mutusami. J'étais très enthousiaste. Je vais parler avec eux. Non, vous ne pouvez pas parler en tamoul. Soit tu parles en français ou en anglais. Donc effectivement, je commence à m'interroger. C'est quelque chose pour moi très révélateur. C'est pour ça que je dis, nous avons des identités multiples. Et en même temps aussi, nous avons des amis, enfin des collègues en Inde qui disent, si tu es tamoul, il faut que tu parles tamoul. Peut-être j'aurais été comme ça, je n'ai jamais rencontré nos compatriotes de Guadeloupe, Martinique ou des amis mauriciens. Seulement parce que j'ai eu une bonne chance, très grande chance de rencontrer toutes ces personnes. Alors, ça m'a permis de changer. Alors je ne me souviens pas si c'est votre ouvrage co-rédigé avec Ernest Moutoussamy qui nous avait appris que le suffixe Sami signifiait fils de. Mais vous, Apa Sami, ça a une signification particulière, vous pouvez nous la dire? Apa Sami, ça veut dire Dieu. Donc on devrait en fait se prosterner en vous voyant arriver pas dans du le tout, studio pas du tout. C'est justement parce que si vous voulez, si on accepte la philosophie indienne, chaque être humain est un Dieu. Et on vous dit aussi le Dieu. Il y a longtemps que Pierre-Édouard Picot croit ça pour lui. Voilà. Mais vous aussi, vous êtes Dieu. Oui, vous êtes Dieu. De toute façon, pour moi, vous êtes Dieu parce que vous dirigez la télé et vous nous invitez à présenter. Alors, on va parler d'une dernière question, Pierre-Édouard, sur ce chapitre. C'est une très belle idée, Dieu. Très belle idée. Merci, Pierre-Édouard. Alors, une autre langue dont il a été question pendant votre séjour ici en Guadeloupe, monsieur le professeur Ougayane, c'est la langue créole. C'était il y a 2 jours la journée du créole et c'est le mois du créole. Vous nous direz dans un instant, Fred Négrite, quelle est la part d'indianité dans le créole. On voit ce reportage avec ces professeurs qui se penchent sur l'utilisation de la langue créole à l'école. Créole, c'est langue en nous, c'est kilti en nous. Le 28 octobre, nous qu'a glorifié créole. C'est pour ça le SMEG profitait d'y jouer là ça pour anti-sembler à l'entour créole. Pour battre tout enseignant les outils pédagogiques pour continuer à avancer dans la réelle créole là. Eh bien, aujourd'hui, là, nous avons célébré le créole. Nous savons que aujourd'hui, 28 octobre, c'est journée internationale à créole. J'espère toujours l'habitude de faire organisation, dès là nous avons fait des assemblées, dès là nous avons présenté G, dès là nous avons présenté manger, nous avons présenté toutes sortes d'habitants le 28. Aujourd'hui, là, nous décidons que nous avons la règle pour dire effectivement que créole va dans 4 chemins en dit dans l'école là. Et pour nous comprendre ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc, nous avons présenté plusieurs, au moins 6 séquences pédagogiques. Nous avons des collègues, des camarades d'enseignants qui sont venus et qui viennent présenter nous ça qu'ils ont fait avec les élèves en l'école là. Donc ça qui permet nous de débattre et de vrai effectivement si ça qu'ils ont fait là, c'est comme ça aussi depuis dans les années 70, nous avons commencé à lutter pour que les créoles rentrent dans l'école là. Effectivement, est-ce que nous avons même la là ça et est-ce que nous sommes dans la bonne direction là? Objectif ayo, c'est d'aller mettre l'école tous les outils pédagogiques pour apprendre écrit et puis parler créole depuis tout petit. Alors, je ne sais pas si le professeur Apa Sami Ougayane a compris, mais peut-être qu'il a, depuis que vous vous intéressez aux Antilles, vous connaissez au moins quelques mots en créole, non? Quelques mots, oui. Quelques mots. Alors, question de Pierre-Édouard Picot. Alors, l'apport de la langue indienne, ou l'apport indien, au créole, il est au niveau du vocabulaire, de la syntaxe ou elle est conceptuelle? Voilà, les deux. Alors, il y a les trois, mais même les 4, je dis pourquoi. Alors, il y a un lexique indien, tamoul et hindi que l'on retrouve dans le créole. Bon, c'est principalement, donnez-moi par exemple, beaucoup de noms de plantes, par exemple. Aujourd'hui, le mot Colombo, par exemple, le mot le plus connu. Oui. Pichanga, Nîmes, Vepele, Moulinkile, tout ça, ce sont des noms de plantes. Avelka, des noms de plantes. Bon. Et puis, il y a aussi dans le créole, d'autres mots, par exemple, Amma, Apa, Apa. Alors,
c'est aussi une variante. Ce sont des mots que l'on retrouve, par exemple, en Inde du Sud, en tamoul. Bon, il y a des expressions connues, par exemple, quand on dit en créole, des temps de nani nana, ça vient du hindi de nana et de nani, hein, de grand-père et de grand-mère. Bon, donc il y a des mots. Et donc, nous sommes fiers, en tant que Guadeloupéens, d'avoir ce lexique d'origine indienne. Bon. Il y a, alors, la syntaxe, je ne me rappelle pas avoir des syntaxes hindi ou tamoul dans le créole. Par contre, il y a surtout un apport, d'abord, il y a un apport religieux, ça c'est incontestable, mais il y a surtout un apport culturel. Par exemple, aujourd'hui, la question ne se pose plus est-ce que le Colombo est indien ou pas indien, mais c'est pas, enfin, à la limite, c'est pas important. Hein. Le Colombo, aujourd'hui, est guadeloupéen. Bon. Est-ce que, par exemple, dans les pratiques rituelles hindoues, il y a pas mal de Guadeloupéens d'origine africaine qui le font. Bon. Et donc, toute cette dimension indienne-là qui est intégrée dans la culture créole et aussi dans la culture, et aussi dans la langue créole, c'est un apport linguistique, mais c'est aussi un apport culturel. Et à mon avis, et je crois que le professeur Morel sera d'accord, une langue, c'est une langue culture, ça va ensemble. Voilà. Et donc, l'apport des langues indiennes dans le créole, c'est important, mais même dans le savoir-être. Par exemple, je crois que les Indiens, quand ils parlent, ils ont un certain timbre de voix, hein, certains en tout cas, que l'on peut reconnaître quelquefois, il peut influencer aussi quelquefois le créole. Les Indiens, dans leur manière même d'être, de se comporter, hein, il y a quelque chose qui peut-être était indien initialement, mais qui influence aussi les créoles. Voilà. Donc, il est important de savoir d'où vient ceci ou cela. Par exemple, d'où vient cette tradition, si elle vient d'Afrique ou d'Inde, mais en bout de piste, elle sera guadeloupéenne, elle sera créole. Je peux me permettre, par exemple, je sais, nous n'avons pas fait beaucoup d'études sur le contact entre les langues indiennes et ses apports vers le créole pour la Martinique et Guadeloupe, pour une raison. D'abord, numériquement, ils n'ont jamais été importants pour influencer tellement ni la culture créole, ni la langue créole. Par contre, on va voir à l'île de la Réunion. Il y a eu beaucoup d'études. Je ne peux pas vous citer parce que je ne m'attendais pas à cette question. Par contre, au niveau lexical, l'apport de tamoul sur le créole réunionnais est important. On va à l'île Maurice. À l'île Maurice, il est clair, et j'ai eu beaucoup d'études au niveau syntaxique, au niveau lexical, l'influence ou bien l'apport de langue hindi, tamoul est numériquement, enfin quantitativement important. Parce que plus le nombre de personnes locuteurs venant de l'Inde ou d'autres régions est importante, plus il y aurait donc des contacts et plus il y aurait influence. Par exemple, en français, nous utilisons beaucoup de mots comme ponche, catamaran, et aussi donc prenons le contact avec l'arabe, clébar ou bien tubib, tas de choses. Donc normalement, parce qu'il y a un contact suivi depuis 12 siècles, 3 siècles, et aussi il y a un nombre de personnes qui influence aussi. Donc là, en Martinique, Guadeloupe, on n'a pas eu ces deux choses, mais comme disait M. Fred Negrit, il y a, mais il faudra qu'on fasse des recherches. Alors c'est vrai que le colloque est international et qu'il ne s'agit pas seulement de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors, est-ce qu'il y a une organisation quelconque qui fédère toutes ces diasporas dans le monde ? Absolument. Il y a des diasporas, organisations sur le plan économique, social, histoire et tout, mais à ma connaissance, d'où la raison d'être notre colloque, il n'y a pas, si vous voulez, un organisme qui regroupe tous les problèmes et tous les chercheurs qui travaillent sur les langues. Et aussi, quand on regarde depuis 3 décennies, il y a beaucoup d'études sur la diaspora indienne, les diasporas indiennes, parce qu'il n'y a pas qu'une. Donc, toutes les études, si vous voulez, toutes les études ont été consacrées, la route d'immigration, comment est-ce qu'ils ont fait, histoire de l'immigration, quel était le statut, comment on a fait dans les bateaux, et aussi maintenant les Indiens ont réussi, comment ils ont réussi, quels sont les secteurs économiques dans lesquels les Indiens brillent en Afrique du Sud, tout ça, mais la langue non, les langues non, parce que c'est difficile et aussi c'est un phénomène très complexe.
Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le courage de le faire. Donc effectivement, Guadeloupe m'a donné le courage et j'ai réussi, Martinique m'a donné ce courage. J'ai réussi à contacter des personnes qui travaillent sur les diasporas indiennes en Afrique du Sud et ailleurs. On s'est dit, tout le monde se pose la question. Comme disait M. Negrit tout à l'heure, il a dit, le temps est venu. Il a dit pour tout à fait autre chose. Mais pour moi, en tant que chercheur, le temps est venu aujourd'hui parce que nous nous posons des questions, nous nous intéressons à qu'est-ce que c'est devenu le tamoul en Martinique, qu'est-ce qui est devenu pour l'Indien en Guadeloupe. On se pose des questions, mais il est temps pour mettre en évidence, aussi mettre ensemble toutes les expériences des uns et des autres et voir un petit peu en Afrique du Sud qu'est-ce qui se passait, à l'île Maurice qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a permis de retenir telle chose et aussi qu'est-ce que tu as comme moyen pour transmettre à l'autre génération, tout dans le souci d'être non pas sectarisé, ni pour développer le communautarisme. Au contraire, tout le monde est conscient. Si vous êtes venu à la conférence hier et aujourd'hui, tout le monde a dit nous sommes dans un contexte multiculturel, multilingue, nous sommes tous créoles, donc il faudra qu'on respecte des uns et des autres. Si je veux vous respecter, d'abord il faut que je sache qui suis-je. Voilà. Une question, Pierre-Edouard? Oui, juste pour un petit peu approfondir ce que vous venez de dire. Si j'ai bien compris, il y a plusieurs organisations de par le monde sur plusieurs aspects de l'indianité. Et si j'ai bien compris, l'organisation sur les langues, son acte de naissance, c'est en Guadeloupe. Alors, ou presque. Jusqu'à ce soir, il n'y a pas encore de création d'organisation de langue. Hein, enfin, mais disons, bon. Vous existez là, puisque c'est un acte fondateur. C'est ça. C'est un peu superstitieux, mais c'est prévu. Bon, voilà. Mais c'est vrai que non, cette question des langues indiennes dépasse l'Inde, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Et il est important que des chercheurs, alors des chercheurs au sens avec un grand C, mais aussi des gens tout simples comme moi en tout cas, hein, aient un organisme auquel ils peuvent se référer. Hein, et voilà. Et donc c'était ma question. Voilà. Nous avons prévu. Donc là, effectivement, avec Fred Negrit, nous étions promis de créer, lancer un cours de langue au moment de hindi et tamoul hier, au moment de l'ouverture de la conférence, cours de langue par Internet pour les francophones, parce qu'il existe des cours interactifs dans plusieurs universités, mais en anglais. Nous nous sommes dit, il faudra qu'on le fasse en français, et on dit, on va travailler. Mais il y a eu d'autres problèmes beaucoup plus graves que de tenir cette conférence, donc ça nous a un peu, pas découragé. Le projet est là, mais on a donc deux choses. Nous avons donc l'idée de créer un centre site web et aussi créer un centre de recherche par Internet sur toutes les questions qui se posent autour des langues indiennes dans les diasporas. Fred Negrit, au-delà des cours sur Internet, je crois savoir que vous avez commencé à enseigner l'hindi en Guadeloupe. Oui, absolument. Alors bon, il y a à peu près 13 ans qu'officiellement existe le Conseil européen pour les langues indiennes. Et alors, nous avons d'abord commencé, avant même ce conseil, à le faire rentrer, si vous voulez, dans les écoles, dans les collèges d'abord, puis au lycée. Il y a donc aujourd'hui pratiquement 2 collèges où l'enseignement il est inscrit dans les programmes, si vous voulez. Vous trouvez des profs d'hindi en Guadeloupe? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, à Douville-Sainte-Anne, le collège de Douville-Sainte-Anne, il y en a 3. Et au collège de Saint-François, il y en a 2. Hein, voilà. Voilà. Hein, bon, ça, c'est pour les collèges. Au lycée, cet enseignement se poursuit au lycée. Bon, il y a un enseignant, un certain Negrit, je crois. Et puis, depuis cette année, on a initié une sensibilisation à la langue et à la culture dans une école primaire de la ville de Pointe-à-Pitre, pardon, notamment l'école Amédée Fingaro. Voilà. Pardon. Et donc, cet enseignement-là, nous souhaitons en tout cas, oui, mais alors c'est un aspect de notre travail. Avec l'aide du professeur Mougayen notamment, nous avons
instauré et un petit peu approfondi maintenant l'enseignement de la langue la plus importante pour nous Guadeloupéens, la langue indienne, c'est le Tamoul. Tamoul, pardon. Et donc, ce tamoul et ce hindi font partie des langues de communication que nous enseignons, mais aussi de nos projets de diffusion de la culture, si vous voulez. Et donc, notre association a pour objectif notamment de faire cela. Mais cela n'aurait pas pu exister sans le travail en amont des anciens, sans l'action de préservation que les anciens, ceux qui ne sont plus là, ont fait pour que nous ayons ce corpus lexical et de structure de langue qui nous a permis d'aller plus loin. Donc je me permets aussi de dire aujourd'hui que le CGPL n'est pas parti de rien du tout, absolument pas. Il y avait quand même... Vous avez trouvé un fond, une base. Voilà. Merci aux uns et aux autres. Merci Pierre-Édouard. Vous aviez une toute dernière rapidement. Oui, ça vaut peut-être le coup. Je la poserai au professeur. Sous quels critères vous allez estimer que cette conférence a porté ses fruits, a été positive et que vous en êtes satisfait? C'est aux participants de nous le dire d'abord, et aussi donc les échos que nous entendons depuis hier et encore aujourd'hui. Nous sommes convaincus que le travail que nous avons mené donne son fruit ou ses fruits, je ne sais pas comment on dit. Bon, il y a aussi un élément assez important. Cet après-midi, en fin d'après-midi, nous avons eu une table ronde où nous avons réuni non pas seulement les chercheurs, mais aussi d'autres chercheurs qui cherchent leur identité à travers les cultes, tout ça. Ce sont des dépositaires de savoir linguistique et culturel d'indianité en Guadeloupe. Donc nous les avons réunis pour voir avec eux quels sont les répertoires qu'ils possèdent et comment ils comptent transmettre à la jeune génération. Pour moi, c'est très important. J'envoie une question, boutade, envers mon ami Fred. Il a déclaré la culture guadeloupéenne est fondamentalement dravidienne. Mais pour autant, il n'y a pas autant d'enseignement tamoul. Bon, voilà, c'est une question non seulement à M. Negrite, qui est un ami, et aussi, en général, je pose ça à tous les amis guadeloupéens qui nous regarderaient maintenant. Voilà, donc... Alors, je ne sais pas comment on dit fin en tamoul ou en hindi, mais le temps qui nous était imparti arrive à son terme. Je vous remercie. Wanakam, Nandri. Merci Fred Negrite. Et j'ai envie de dire merci Dieu ou Guyane, puisque c'est le sens de votre nom à Passami. Merci évidemment à mon complice Pierre-Édouard Picor. On se retrouve vendredi prochain. L'information continue sur Alizé sur notre site www.alizé.com. Demain, je vous retrouve à 12h30 pour la première édition de notre information régionale de ce week-end.